Bonjour à toutes et à tous. La solidarité s'organise pour venir en aide à Mayotte, l'archipel ravagé après le passage du cyclone Chido. Le président français Emmanuel Macron doit se rendre sur place aujourd'hui sur fond de polémique. Le ministre des missionnaires de l'Intérieur a plaidé hier pour des mesures strictes contre l'immigration en provenance des Comores voisines, des propos inacceptables en période de deuil, répond Moroni. Le cyclone Chido qui a poursuivi sa route au Mozambique où l'UNICEF estime avoir besoin de 10 millions de dollars pour répondre à l'urgence dans le pays. Et intimidation, pression financière, Reporters sans frontières accuse l'opérateur kényan Safaricom de faire pression sur le quotidien The Nation après la publication d'une enquête mettant en cause le groupe de télécommunications. La RDC brigue un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays a officiellement lancé hier une campagne en ce sens devant les diplomates en poste à Kinshasa. Et puis en football, le président de l'Olympique de Marseille réaffirme la mise à l'écart du Congolais Chancel Mbemba, vous l'entendrez. L'aide arrive petit à petit à Mayotte, mais les besoins sont colossaux. 4 jours après le passage du cyclone dévastateur Chido sur l'archipel, l'état de calamité naturelle exceptionnelle a été activé pour assurer une gestion plus efficace de la crise. Annonce hier du ministre français des missionnaires des Outre-mer, Jean-Noël Buffet. Le dernier bilan fait état de 31 morts, mais les autorités redoutent plusieurs centaines de victimes. Après la catastrophe, l'heure est à la solidarité pour soutenir la population et répondre à l'urgence. Plusieurs associations et fondations se mobilisent depuis Paris pour récolter des fonds. Parmi elles, à Rambeng, l'association Mlezi Maoré. Avec ses antennes locales Santé Sud Mlezi Maoré, qui signifie prendre soin de Mayotte, le groupe SOS espère que les appels aux dons portent leurs fruits car les besoins sont énormes. Maxime Zenou en est le délégué aux Outre-mer. Nous avons souhaité, comme d'autres organisations, lancer une collecte et en particulier une collecte de dons parce que le reste serait trop compliqué à gérer en termes de logistique. C'est tout le territoire aujourd'hui qui se retrouve en situation d'extrême vulnérabilité. Et justement, les dons permettront de continuer à venir en aide aux plus démunis. De ce point de vue, on avait déjà un certain nombre d'activités. Il y a des chantiers d'insertion et dans la réinsertion de personnes en difficulté, des personnes de la rue, des personnes relevant de la population pénale ou de l'hôpital. Donc toutes ces activités-là qui étaient très importantes de pouvoir continuer, il faut absolument les reprendre. Et puis nous avons encore un certain nombre de dispositifs qui s'adressent à des enfants handicapés, à des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Donc toutes ces activités-là, il faut absolument les reprendre. Les dons qui se font en ligne sur le site du groupe SOS permettent aussi de reconstruire les locaux des associations sur place et aider les 800 salariés locaux, eux aussi victimes du cyclone Chido. Mayotte, où le président français Emmanuel Macron est attendu ce jeudi, alors que dans l'Hexagone, le débat sur l'immigration clandestine a repris. Hier, sur BFM TV et RMC, Bruno Retailleau, le ministre français des missionnaires de l'Intérieur, a plaidé pour des mesures strictes contre l'immigration en provenance des Comores voisines. Une déclaration qui suscite des réactions à Moroni. À Madame Adibo Lero, le conseiller diplomatique du président Azali Assoumani critique un discours inapproprié en période de deuil et rappelle la responsabilité de la France dans la gestion de Mayotte. Comment peut-on être français, républicain de la République française et tenir de tels propos en une période de deuil? On ne cherche pas à diviser encore les meurtris et les morts, c'est-à-dire à penser à des morts qui seraient de telle nationalité ou de telle couleur. Ça ne se fait pas. La gestion de cette île, c'est la France. Je ne sais pas par quelle magie la France veut gérer un territoire et trouver les responsables de telle ou telle situation dans ce territoire ailleurs. C'est la France qui est responsable de la gestion de cette île, c'est tout. La France fait partie de ces pays qui réclament le respect du droit international. Comment peut-on être la France et sous d'autres cieux réclamer l'application et le respect de la norme internationale et de l'autre pas? Ça n'est pas n'importe quel ministre, soit-il démissionnaire, mais c'est un ministre régalien. On a beaucoup de questions à poser, mais on ne peut pas se les poser maintenant parce que tout simplement c'est une période de deuil. Il faut déjà faire le bilan. Nous attendons à ce que les gestionnaires de cette île nous disent combien de blessés, combien de morts. Ils doivent nous le dire. Le conseiller diplomatique du président comorien à Madame Adibo Lero.
Le cyclone Chido a poursuivi sa route au Mozambique où, là aussi, le bilan ne cesse de s'alourdir dans le centre et le nord du pays. Au moins 45 personnes sont mortes et près de 500 autres ont été blessées selon l'Institut national de gestion des risques et des désastres. Les habitants font face à un paysage de désolation. Welly Diallo. Après le passage du cyclone, le temps du décompte. Les vents violents et les averses de Chido ont endommagé, voire détruit plus de 35 000 maisons dans le nord du Mozambique. Julia Sandramo est évêque à Pemba. Il ne reconnaît même plus sa ville. Dans le département de Mekoufi, à Chiouré, ça a été le raz-de-marée. Presque tous les habitants de ce département ont des maisons désormais sans toiture. Seuls les murs ont tenu. Le toit ou des parties du toit se sont envolées. D'autres personnes se retrouvent sans rien du tout. À l'heure actuelle, l'UNICEF Mozambique estime avoir besoin de 10 millions de dollars pour répondre aux nombreuses situations d'urgence provoquées par le passage du cyclone. Le bilan des morts ne cesse d'évoluer, mais pour l'évêque, il sera difficile de savoir réellement ce qu'il en est. Tout est dévasté. Des sœurs m'ont rapporté que là où elles sont, il y a 20 morts, mais elles pensent qu'il devrait y en avoir encore plus parce que selon la religion musulmane, les enterrements sont faits immédiatement sans que les autorités ne soient informées. Au cours des 10 dernières années, les chocs climatiques ont intensifié les conditions météorologiques extrêmes en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Entre l'insécurité due à la présence de l'État islamique et le passage de cyclones de plus en plus dévastateurs, l'UNICEF estime qu'environ 4,8 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire au Mozambique. Le cyclone Chido qui a également fait 13 morts au Malawi, l'un des pays les plus pauvres au monde. Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes, les intempéries ont touché 45 000 personnes dans le pays. Chido a ouvert la saison cyclonique dans l'océan Indien, une période ponctuée de catastrophes devenues plus régulières et plus intenses au fil des années. Alors comment faire face à ces phénomènes, mieux les comprendre? Dans la capitale malgache, 800 lycéens viennent justement de participer à une expérience peu commune, le Climate Show, ou show climatique en français. C'est un projet de l'Union européenne et de la Commission de l'océan Indien, un moment interactif conçu pour créer des déclics chez les jeunes et en faire les premiers acteurs de la préservation de l'environnement. Reportage de Pauline Le Troquier. Je suis une intelligence artificielle développée pour accompagner votre espèce face à l'urgence climatique. Préserver l'environnement à Madagascar est-il déjà peine perdue? Embarqués par la voix d'une intelligence artificielle missionnée pour sauver l'espèce humaine, les lycéens répondent à des questions voulues déconcertantes. Priscilla, 14 ans, fait partie des alarmistes de l'Assemblée. Ça fait un peu flipper parce que il y a des préventions vraiment qui sont pas rassurantes. Et les catastrophes là, c'est pas bon. C'est pas bon à voir, ça fait mal au cœur. Car les effets de la destruction de l'environnement sont bien là et palpables, fait remarquer Mita Irissou, 24 ans, étudiant ingénieur à Antananarive. On est témoin, on voit ça tous les jours. Je vais donner un exemple là. Quand on est petit, là, on va faire les vacances à Tamatave et tout ça, et on passe la RN2. Il y a beaucoup de forêts, mais c'est plus pareil en ce moment. Il y en a de moins en moins. De quoi créer une conscience écologique chez ce futur ingénieur bien décidé à se diriger vers les métiers du solaire. C'est précisément l'une des missions que s'est donnée Jean-Rémy Do, chargé de déployer ce show climatique dans l'océan Indien. L'objectif général, c'est de leur faire comprendre que le métier qu'ils vont choisir peut avoir une importance capitale pour le futur. En ayant envie de faire des études dans le développement durable, par exemple. Des biologistes marins, des experts en climat, leur donner en fait cette part de sensibilisation, de conscience qui leur permet de se dire « Tiens, je ferais bien quelque chose là-dedans ». Une mission d'autant plus cruciale que Madagascar, l'un des rares États à émettre moins de carbone qu'il n'en absorbe, est le 4e pays au monde le plus exposé au changement climatique. Pauline Troquier, Antananarive, RFI. Au Kenya, Reporters sans frontières demande à Safaricom de mettre un terme à sa campagne de harcèlement contre le journal The Nation. Dans un communiqué publié mardi, RSF affirme que le premier opérateur télécom du Kenya fait pression sur le quotidien pour qu'il retire une enquête publiée fin octobre. Cette investigation révèle que Safaricom a partagé des données personnelles de ses clients avec les services de renseignement kenyans en dehors de tout canaux légaux. Gaëlle Lalex. Lettres de menaces, intimidation, pression financière. Selon RSF, Safaricom ne recule devant rien pour soumettre le groupe de médias The Nation. Le géant télécom a commencé par menacer le journal de poursuites judiciaires. Dans une lettre datée du 31 octobre, Safaricom demande
demande le retrait de l'enquête et la publication d'un démenti, sans quoi une procédure en diffamation sera entamée. L'opérateur kényan a ensuite retiré ses publicités des colonnes du Nation. Une perte colossale pour le quotidien. Safaricom est l'un des plus importants annonceurs du pays avec un budget de 5 millions de dollars par mois. Début novembre, une mystérieuse campagne de dénigrement en ligne a aussi commencé sur les réseaux sociaux kényans. Le hashtag « Qu'est-ce que le Nation vous cache » se répand sur la toile. La rumeur court que le quotidien fait l'objet d'une enquête de la part du Conseil des médias kényans, rumeur rapidement démentie par cette organisation. Safaricom ne s'en prendrait pas qu'au journal The Nation. La commission kenyane des droits de l'homme affirme avoir également fait l'objet d'intimidation. Mi-novembre, cette organisation avait publié une lettre ouverte à destination de l'opérateur afin de demander des comptes. Gaël Alex Nairobi, RFI. RFI, 4h40 à Kinshasa. La RDC a officiellement lancé hier sa campagne pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le pays brigue un siège de membre non permanent pour la période 2026-2027. C'est la ministre des Affaires étrangères qui porte ce projet. Thérèse Wagner avait donc invité hier le corps diplomatique présent à Kinshasa pour l'événement. Pauline Azidi. C'est donc avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour lancer la campagne pour cette candidature. Cela fait plus de 30 ans que le Congo n'a pas occupé une telle position au sein de l'ONU depuis le début des années 90. Pour Thérèse Wagner, la chef de la diplomatie, il est donc temps de faire entendre sa voix au Conseil de sécurité. Il est temps non seulement pour la République démocratique du Congo, mais il est temps pour l'Afrique. Et c'est pour cela que nous y allons en tant que République démocratique du Congo, mais aussi en tant que candidat de l'Union africaine, parce que nous n'allons pas utiliser le Conseil de sécurité pour nos propres intérêts, nous allons l'utiliser justement pour les intérêts du continent africain et pour pousser ces réflexions et ces discussions importantes, y compris sur la réforme du Conseil de sécurité. Donc il est temps pour le Congo, mais il est aussi temps pour l'Afrique. Une candidature qui est effectivement soutenue par l'Union africaine, mais aussi par la communauté d'Afrique australe, la SADC. Le pays met en avant son expérience dans la gestion des conflits avec la situation à l'est du pays et sa résilience pour appuyer son projet. Réponse au mois de juin prochain. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI. Le ministre angolais des Affaires étrangères s'est rendu à Kigali hier, 3 jours après l'annulation de la rencontre entre les chefs d'État congolais et rwandais qui devait avoir lieu dimanche à Luanda. Le chef de la diplomatie angolaise a rencontré le président Paul Kagame pour lui délivrer un message de la part de João Lourenço, médiateur entre les deux pays. Le président rwandais avait annulé son déplacement suite à l'impasse dans les négociations. Elles ont achoppé sur la question d'un dialogue direct entre Kinshasa et le groupe armé du M23, condition formulée par Kigali pour la signature d'un accord de paix, condition inacceptable pour les autorités congolaises. Au moins 20 migrants sont morts dans un naufrage au large des côtes tunisiennes. 5 autres personnes ont pu être secourues. C'est ce qu'indiquent les gardes-côtes tunisiens. L'embarcation a coulé en environ 25 km du littoral. Depuis le début de l'année, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux a recensé entre 600 et 700 décès ou disparitions de migrants dans des naufrages au large du littoral. En football, Chancel Mbemba reste au placard. Le président de l'OM, Pablo Longoria, s'est exprimé hier sur les sujets chauds du moment. Il a notamment évoqué le cas du Congolais écarté de l'équipe première depuis cet été, mis à l'écart lors de la préparation. Un conflit a éclaté et Chancel Mbemba n'a pas quitté l'OM. Le capitaine des Léopards de RDC n'a pas disputé la moindre minute cette saison et il pourrait quitter Marseille cet hiver, mais pas à n'importe quel prix. Écoutez. La situation avec Chancel, rien n'a changé. Il était à connaissance de sa situation depuis le mois de juin 2024. Il a eu un comportement très bon dans sa situation, que c'est difficile, parce que c'est difficile cette situation pour un joueur de football professionnel. Situation pour le mercato d'hiver. Le club, il est très clair. Même situation que l'été. Les joueurs, ils l'ont pris. S'il arrive le prix qu'on souhaite pour les joueurs, on serait très content de trouver une solution qui soit bénéfique pour les joueurs et pour les clubs. Mais pour moi, le respect de l'institution, le respect du club, c'est la chose la plus importante dans cette situation.
Le président de l'OM, Pablo Longoria. RFI, 4h44 à Kinshasa, comme ici à Paris. À suivre dans les prochaines minutes, le Katanga se met à la culture du cacao et de la vanille, un moyen de diversifier l'activité dans cette région minière de RDC. C'est notre reportage Afrique Économie du jour. Le transport de gaz naturel liquéfié en pleine crise. Le décalage est grand entre la flotte et le marché. Au début de la guerre en Ukraine a poussé les armateurs à multiplier les commandes de navires. Mais le développement des terminaux a pris du retard. On y revient dans la chronique des matières premières. Dans le journal de nos confrères de la première, retour sur la situation à Mayotte, 4 jours après le passage du cyclone Chido. Mais d'abord, direction le Sud Kivu. La province du Sud Kivu est le foyer de l'épidémie de Mpox en RDC. 2e épisode aujourd'hui de notre série sur la maladie. À Uvira, au sein de l'hôpital général, l'ONG MSF et le ministère de la Santé ont installé un centre de traitement pour les personnes atteintes. Seuls les cas les plus graves sont pris en charge faute de place. Reportage de Coralie Pierret. Bienvenue, on va aller dans notre structure. Moi je m'appelle Erna, je travaille pour MSF et nous sommes ici en collaboration avec le ministère de la Santé. Je vous donne un cache-nez. Oui. Avant d'entrer au centre de traitement Mpox d'Uvira, masque et lavage de mains obligatoire. Comme vous voyez, il est tôt le matin, mais il y a déjà plein de malades. Donc pour éviter que tout le monde soit tout ensemble, très proche entre eux, on essaie d'avoir un peu un flux de patients. Parce que la maladie se transmet par rapport sexuel ou par contact rapproché, et c'est l'un des enjeux pour combattre la contamination. On peut vous donner beaucoup de savon pour vous soigner à la maison, mais à la fin, si vous n'avez pas de l'eau, on peut vous donner le conseil de ne pas partager le matelas. Mais s'il y a un matelas pour 6 personnes, qu'est-ce qu'on va faire? C'est difficile en fait. Mais nous voyons environ 100 jusqu'à 120 personnes par semaine en ce moment. On fait le choix de vraiment admettre les cas les plus graves. Parmi ces cas graves, Grace, qui avait développé des complications avant son arrivée au centre. Dès les premières éruptions cutanées, elle s'était pourtant tournée vers plusieurs professionnels de santé qui l'ont abandonnée, dit-elle. Je me suis aperçue que j'avais des boutons autour de mes organes génitaux et quand j'ai consulté, les pharmaciens se sont exclamés « Ah, mais c'est le Mpox !» et ils m'ont dit que c'était très contagieux. Je me suis sentie vraiment comme si je n'avais aucune valeur. La maladie n'est pas encore acceptée par tous et certains continuent d'avoir peur, explique le docteur Panzo Nimi, médecin-chef de zone de santé d'Uvira. Notre courbe d'évolution des cas est vraiment atypique parce que on avait déjà atteint les pics, mais curieusement, on n'a pas encore amorcé la descente. On est presque en plateau. Donc les cas se cachent. Les gens ont encore peur de se dénoncer et nous devons renforcer cette surveillance. D'autant qu'Uvira est une ville carrefour dont la localisation renforce son exposition à la contagion. Elle est située au bord du lac Tanganyika qui relie 4 pays entre eux, la RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Coralie Pierret, de retour de Uvira, RFI. Et suite de notre série demain sur le Mpox en RDC. Dans l'actualité, ce matin, Emmanuel Macron doit arriver à Mayotte. Aujourd'hui, le président français vient se rendre compte des dégâts causés par le passage du cyclone Chido. 4 tonnes d'aide sont envoyées dans son avion. Le bilan est toujours très provisoire et très sous-évalué. 31 morts, 45 blessés en urgence absolue, près de 1400 en urgence relative, mais le bilan réel est probablement 10 voire 100 fois plus élevé. On y revient tout à l'heure dans le journal de nos confrères de la première. Israël dit avoir frappé des cibles militaires des Houthis au Yémen. Un peu plus tôt, l'armée israélienne avait annoncé avoir intercepté un missile depuis ce pays. L'ombre de Donald Trump plane sur Bruxelles. Les dirigeants des 27 de l'Union européenne tentent ce jeudi d'affiner leur stratégie sur l'Ukraine comme sur la Syrie. Ce sera leur dernier sommet avant le retour de Donald Trump à la Maison
Maison-Blanche. Ils évoqueront aussi la Syrie. L'ONU appelle à des élections libres et justes après la prise de pouvoir de la coalition rebelle, emmenée notamment par les islamistes du groupe Hayat Tahrir al-Sham. Il est temps de les retirer de la liste des organisations terroristes, dit la Turquie qui soutient une partie des groupes de cette coalition. Dans la région minière du Katanga en RDC, le cacao et la vanille sont cultivés et c'est nouveau. Plus de 50 000 plantules de cacao seront bientôt mises en terre et la vanille est déjà semée sur un champ d'expérimentation de 2 hectares. Le projet est initié par Avant Tout Service, une société à capitaux congolais qui mise notamment sur le niveau élevé des cours de la fève brune. Reportage Afrique Économie de notre correspondante Denise Mayo. Dans la plantation de la ferme de la société Avant Tout Service, à 43 km à l'est de Lubumbashi, Kim Mwape, âgé d'une vingtaine d'années, est l'un des paysans qui entretiennent des centaines de plantules de cacao. Nous sommes en train d'enlever les feuilles mortes sur les plantes pour ne garder que les feuilles vertes. Si on laisse les feuilles mortes, les bonnes feuilles risquent aussi de sécher. Dans cette concession, 20 hectares de cacao et 2 hectares de la vanille sont déjà emblavés. Mais le projet est de cultiver 100 hectares de cacao. Avec ces cultures, la société Avant Tout Service veut contribuer à la diversification de l'économie de la région qui est principalement tournée vers les mines. Joe Mapassa est le directeur général d'Avant Tout Service. Nous avons compris que les mines s'épuisent. De l'entrée de l'aéroport jusqu'à Toumbo, on avait 53 sociétés minières. Et chaque société employait pas moins de 100 personnes. Et aujourd'hui, nous n'avons que 3. Si nous essayons de balancer l'économie aux travaux champêtres comme le cacao et le café, je crois que chacun aura quelque chose à faire. Ça, c'est inépuisable. Mais le cacao est l'une des cultures soumises à des exigences. L'Union européenne, par exemple, interdit son importation s'il provient des terres déboisées. Et pour s'y conformer, aucun arbre de la forêt de la ferme Avant Tout Service n'a été coupé, explique Pierre Pitro, ingénieur de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, qui accompagne les agriculteurs. Nous sommes en train de montrer à la face du monde que les cultures sous contrôle de l'ONAPAC participent efficacement à l'équilibre écologique. Les cacaos sont plantés sous les arbres et la communauté riveraine ici ne pourra plus toucher à cette forêt. Dans 4 ans, ces agriculteurs auront leur première récolte. Joe Mapassa, le directeur d'Avant Tout Service, également directeur d'une usine de traitement de l'eau, entrevoit un bel avenir pour la transformation et la commercialisation du cacao congolais. Moi-même, je suis dans l'industrie légère. Nous comptons transformer. Les restes, nous allons exporter. Parce qu'il y a une forte demande. La Côte d'Ivoire a chuté. Aujourd'hui, ils n'ont plus de terre. Le Congo doit récupérer sa place. Le chemin est encore long. Si certains villages et fermiers du Katanga se tournent vers la culture du cacao, la RDC, selon l'ONAPAC, a exporté 56 000 tonnes de cacao en 2023, loin d'1 million de tonnes de la Côte d'Ivoire. Denise Mayo, Lubumbashi, RFI. Le transport de gaz naturel liquéfié en pleine crise. Les commandes de navires ont explosé ces dernières années, mais les échanges commerciaux n'ont pas suivi. Cette surcapacité a fait sombrer les coûts de fret de ces méthaniers. La chronique des matières premières est signée Marie-Pierre Olfon. Le nombre de navires en circuit ou en construction est affolant. En plus des méthaniers en service l'année passée, 68 ont complété la flotte en 2024 et le rythme de mise sur le marché va encore s'accélérer jusqu'en 2027. Certains analystes annoncent un hiver aux allures de fiasco tant le décalage est grand entre la flotte et le marché du gaz naturel liquéfié. L'appétit des constructeurs a d'abord été aiguisé par les taux de fret très hauts de ces dernières années. Puis, le début de la guerre en Ukraine les a poussés à multiplier les commandes de transporteurs de GNL pour pallier le manque de gaz naturel russe qui n'arriverait plus en Europe. Or, le développement des terminaux de GNL a pris du retard et les volumes commercialisables ne sont pas au rendez-vous. En parallèle, la demande européenne a été plus basse que prévu en raison de stocks confortables et d'un hiver passé relativement doux. Avec des navires qui sont mis au chômage technique et d'autres dont les marges bénéficiaires sont négatives, les mois qui viennent s'annoncent difficiles pour certaines sociétés, car les taux de fret se sont effondrés et sont passés sous les coûts de fonctionnement ces dernières semaines pour les transporteurs les plus anciens. Entre octobre et novembre, par exemple, les tarifs ont baissé de 50% pour les navires équipés de turbines à vapeur, c'est-à-dire les moins efficaces,
Ceux-là perdent aujourd'hui beaucoup d'argent, contrairement aux plus modernes qui s'en sortent mieux. Ces navires techniquement obsolètes le sont aussi maintenant sur un plan économique, résume une société de courtage. Leur démolition ou leur recyclage pourrait, dans ce contexte exceptionnel, être questionné plus rapidement que prévu. Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières. Le journal de nos confrères de la première avec Benoît Ferrand. 31 morts officiellement recensés à Mayotte après le passage du cyclone Chido, un chiffre que tout le monde ou presque sur le territoire n'hésite pas à multiplier par 10, voire même peut-être beaucoup plus. Bonjour Benoît. Bonjour. Au vu des destructions, notamment dans les quartiers dits informels, personne n'imagine en effet une seule seconde que le bilan final ne soit pas beaucoup plus tragique. Kalatoumi Abdelhadi. J'ai entendu qu'il y a beaucoup de morts qui sont morts ici, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes ici. Officiellement, 2 morts à Koungou, des personnes enterrées dès dimanche, lendemain du cyclone. Pour les autorités, la décompte mortuaire est compliquée. À Mamoudzou, une seule mosquée aurait effectué une 60aine de prières mortuaires. Des chiffres bien supérieurs aux 22 décès enregistrés à la mairie. Des enterrements en catimini parce que les victimes seraient sans papier. 2 morts officiels à Koungou, 3 à l'abattoir. Des chiffres qui interrogent car plus de 50 000 personnes vivent dans les bidonvilles de ces 3 communes. Des bidonvilles complètement détruits. Où les habitants se sont-ils donc réfugiés ? Dans ces quartiers où plus aucune maison ne tient debout, les habitants se sont d'ores et déjà, en tout cas, mis au travail. Les tôles éparpillées sont récupérées, chacun tentant de se bricoler un abri. Le tout dans la chaleur, là-bas c'est l'été, et sans eau, ni électricité, ni nourriture. Reportage à Cavani, signé Charles de Quillac. C'est un bruit qui résonne partout sur les hauteurs des villes de Mayotte. Le bruit des bangas en train de se reconstruire. Romain vit dans le quartier voisin du banga de Cavani à Mamoudzou, l'un des plus grands bidonvilles de l'île. Là où on est, en fait, il y a 48 heures, il n'y a absolument rien. Tout est par terre. Dans ce d'hébergement où s'entassent environ 150 personnes, les conditions sont difficiles. Les bouteilles d'eau sont distribuées au compte-gouttes. Le seul repas fourni chaque jour, c'est un paquet de biscuits. Sans eau courante depuis samedi, l'hygiène devient un problème majeur. Nadi Fati fait partie des mères qui restent avec les enfants dans ce centre. C'est catastrophe parce qu'il y a des enfants qui vont aux toilettes, ils ne trouvent pas de l'eau. C'est dégueulasse, c'est pas bon. Avec les premières rotations du pont aérien, les communes devraient bientôt recevoir les vivres nécessaires pour approvisionner la population. Invité hier matin de la première réunion, le ministre démissionnaire des Outre-mer a confirmé, quant à lui, la crainte que tout le monde éprouve depuis samedi dernier, crainte des épidémies suite au manque d'eau ou à l'utilisation d'eau souillée. Écoutez François-Noël Buffet au micro de Philippe Dornier. Bien sûr qu'on a une crainte, c'est bien pour ça qu'il faut aller très vite pour apporter de l'eau potable, remettre en route le dispositif et avoir ces équipes qui sont sur place pour le traitement de l'eau. Est-ce qu'on peut imaginer une date cette semaine, la semaine prochaine, pour que tout le monde ait de l'eau potable ? On espère que les réseaux pourront être remis à 95% en service d'ici la semaine prochaine. Voilà, c'est une ligne que nous sommes fixés, mais dans le moment, de l'eau arrive par voie aérienne, avec des moyens lourds. De l'eau minérale ? Oui, bien sûr, avec de la distribution dans les communes, c'est-à-dire au plus près des populations. L'urgence, elle est vraiment ici, et puis on s'inscrira dans la durée, bien évidemment. Mais le matériel est là. L'avion A400M, chacun connaît, c'est un très gros porteur, est parti hier. Il y en a d'autres qui arrivent tous les jours. La mobilisation et les stocks se font. Il y a des contributions d'ailleurs importantes de la grande distribution qui met à disposition ces stocks. Et il y a encore un peu de stock sur Mayotte, mais il faut naturellement se préparer à le remplacer et à se mettre dans une logique de durée. François-Noël Buffet au micro de la première réunion. Rappelons enfin que le président de la République, Emmanuel Macron, est attendu ce jeudi matin sur le territoire du département 101. Fin de cette édition. Bonne journée. Merci Benoît et bonne journée à vous également. C'est ainsi que s'achève cette première édition d'Afrique Matin. Merci à Tiffany Menta qui m'a accompagnée à la réalisation, à Vincent Dublange à la rédaction en chef. Restez avec nous à l'écoute de la radio du Monde. Dans 30 secondes, un nouveau journal sur RFI.